Bienvenue dans votre espace La Voix de l'Environnement face à Raoul. Nous sommes au lendemain de la tenue de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Et face à Raoul reçoit ce jour son Excellence Dr Rosalie Matondo. Elle est ministre de l'économie forestière de la République du Congo, présidente du comité technique d'organisation de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, ainsi que le CIA. Excellence, bonjour. Bonjour Raoul. Excellence, la conférence internationale sur la forestation et le reboisement a connu la participation des chefs d'État, de gouvernement, sans compter les leaders d'organisations internationales et mondiales. Vous étiez au centre de l'organisation. Quel bilan faites-vous de cet événement? Alors, je peux vous dire que nous avons connu, comme vous le dites si bien, la participation des hautes autorités des Nations Unies, d'Afrique, des experts. Donc, le niveau politique a été franchement représenté par les chefs d'État et de gouvernement, par leurs représentants. Nous avons eu la grande dame des Nations Unies, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, qui est venue représenter monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Nous avons eu des experts, des scientifiques, des représentants de la société civile, des populations autochtones, le secteur privé. Donc, pour ma part, je pense que nous avons fait le plein des parties prenantes qui devaient être représentées au niveau de la CIAR. Et surtout, ma joie, c'est sur le contenu technique de la CIAR. Les panels ont été animés par des experts de haut niveau. Nous avons également profité de la participation de toutes les représentations, toutes les parties prenantes, toutes les catégories, voilà, les catégories qui chacun a donné son avis sur le développement des plantations forestières et agroforestières dans nos pays individuellement pris et aussi dans le cadre des ambitions que nous voulons pour notre planète. Excellent. Durant ces travaux, commençons par le groupe des experts. Nous avons vu que pour 2 jours ont pratiquement été insuffisants pour avoir un consensus autour des positions adoptées pour le haut niveau. Alors, comment est-ce qu'on peut apprécier ce niveau de dialogue assez élevé autour Oui, vous de ces savez, questions? quand les scientifiques se retrouvent, hein, chacun veut faire passer son idée. On était, je peux dire, butés. Est-ce que butés, mais c'était surtout le fait qu'on avait envie de mieux comprendre le fait qu'on a une décennie des Nations Unies sur la restauration des forêts et puis la décennie proposée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la forestation et le reboisement. Donc il a fallu faire des consultations et expliquer que les deux initiatives sont complémentaires. D'un côté, la décennie sur la restauration des écosystèmes parle de restaurer les écosystèmes dégradés. Au niveau de la proposition du Congo, c'est parler de la mise en place des nouvelles plantations dans des zones où il n'y avait pas du tout des forêts. Donc c'est deux choses différentes. Nous, on encourage l'augmentation des superficies forestières dans le monde. De l'autre côté, on demande de réparer ce qui a été dégradé. Vous savez que nos pays, surtout les pays d'Afrique centrale, nous avons un taux de déforestation tellement faible que si on ne restait que sur la restauration, nos pays ne sont pas concernés. Parce que le taux de déforestation est de 0,06%. C'est tellement faible qu'aujourd'hui, c'est pas, pour nous, c'est l'objectif prioritaire, ce n'est pas de restaurer. L'objectif prioritaire pour nous, c'est de créer de nouvelles plantations forestières et agroforestières comme alternative à la lutte contre la déforestation pour ne pas être comme les autres et en même temps comme source de revenus pour les communautés locales qui vivent de la vente du bois énergie et même l'approvisionnement de la nourriture et du bois énergie pour nos populations. Donc
nous avons discuté toute la nuit pour dire que les deux initiatives, en fait, étaient complémentaires. Et puis, nous avons fait comprendre aussi à nos partenaires des Nations Unies que, en fait, ce sont les pays qui demandent des résolutions. Ce sont des pays qui ont envie d'aller de l'avant. Donc, les agences du système des Nations Unies nous accompagnent dans le cas des visions que nous avons dans les pays. Et donc, ça a été répété par Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies. Et puis, on est tombé d'accord. Vous avez vu que la déclaration, finalement, a été adoptée sans aucune intervention. C'est ça aussi les négociations internationales. Avant d'arriver justement sur la déclaration, ce débat assez difficile auprès des experts semble avoir été également auprès de la plus de vingtaine de ministres qui ont pris part au huis clos. Non. Au niveau du huis clos des ministres, non, ça n'a pas fait débat. Au niveau du huis clos des ministres, en fait, ils ont souhaité avoir tout un axe stratégique sur la sécurité. C'est-à-dire qu'il fallait insister sur le fait que demain, nous allons vivre la crise de l'eau. Demain, nous allons vivre la crise des transhumances. Demain, nous allons vivre la crise des incendies à cause de la sécheresse. Et ça, les ministres ont demandé à ce qu'il y ait un axe stratégique qui va s'occuper uniquement de ces crises, de ces questions de sécurité liées à la sécurité contre la crise de l'eau, la sécurité contre, pour prendre en compte la transhumance, parce qu'à cause de la sécheresse aujourd'hui, les bêtes partent des zones sahéliques et pour venir vers les zones d'Afrique centrale, où il y a encore de la verdure, où il y a encore de l'eau. Et puis, la gestion des incendies. Il fallait qu'on prenne ça en compte dans notre stratégie. Donc, c'était à ce niveau-là, au niveau du huis clos des ministres, non, la déclaration n'a pas posé de problème. Largement débattu la question sur la stratégie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On a adopté une stratégie ou une ébauche de stratégie? On a adopté les axes stratégiques. Les axes stratégiques, on a eu 7, il y en avait 6 proposés lors de la session des experts. Et les ministres donc ont ajouté, et même leurs excellences, monsieur le chef d'État, ont ajouté un axe stratégique sur la sécurité. Et donc nous sommes sortis de la conférence avec une proposition de 7 axes stratégiques qui vont servir à élaborer toute la stratégie mondiale de la forestation et du reboisement. Si, Madame la Ministre, nous pouvons nous réjouir d'avoir été dans les instants de lecture de la déclaration avec un débat encore un peu houleux entre les chefs d'État sur les orientations à donner sur la feuille de route. Alors, la déclaration de Brazzaville, est-ce qu'elle est prête et vers où est-ce qu'on va? Non, la déclaration, il n'y a pas eu débat. Il y a eu des instructions, comme vous avez dit. Les chefs d'État ont exprimé leur volonté de voir inscrit dans cette stratégie que la déclaration de Brazzaville doit être considérée comme une position commune africaine et qu'ils mandataient la République du Congo et la Commission de l'Union africaine d'être porteurs de ce point à l'ordre du jour de la 79e conférence des partis de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était ça, c'était une instruction. Ce n'était pas débat, mais moi, je voulais comprendre, en fait, l'avis des chefs d'État. Il fallait que je comprenne bien, parce que, d'un côté, la décennie africaine et mondiale a déjà été endossée par l'Union africaine. Quand j'ai entendu les chefs d'État m'instruire de ce point de vue-là, parce que j'étais porte-parole des ministres, quand ils instruisaient, il fallait que je comprenne quelle était leur volonté réellement. Donc, quand j'ai compris, on a juste amendé le point H de la stratégie, H2, on a ajouté le point H2 à la stratégie pour prendre en compte l'instruction des chefs d'État et de gouvernement qui voulaient que la déclaration de Brazzaville sur la forestation et le reboisement soit une position commune africaine qu'ils devaient adopter ce 21 juillet à Accra. Alors, 21 juillet à Accra, alors, quelle est la feuille de route justement pour la déclaration de Brazzaville et l'inscription justement de cette procédure auprès des Nations Unies? Nous allons donc ouvrir la déclaration aux signatures des États. Vous avez vu que les chefs d'État ont voulu signer tout de suite
la déclaration à la fin des travaux. Donc, il y a des chefs d'État qui étaient là, il y en a qui n'étaient pas là. Donc, nous allons ouvrir la liste des signatures des chefs d'État et de gouvernement. Ensuite, nous allons aller à Accra pour inscrire la déclaration comme une position commune africaine le 21 juillet. Nous allons aller à Kofo, à la conférence sur les forêts de la FAO pour là-bas, effectivement, discuter également des résultats de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Nous avons commencé à travailler sur l'inscription à l'ordre du jour de la 79e conférence Assemblée générale des Nations unies. Et puis, nous aurons la COP, où nous allons faire un side event, là aussi pour présenter les résultats de la conférence de Brazzaville. J'ose penser que chez nous, il ne s'agit plus du Congo parce qu'il s'agit d'une initiative africaine. Oui. Cette conférence a connu plus ou moins la participation de plus d'une vingtaine de pays africains. Alors, comment amener les autres justement dans l'appropriation rapide des conclusions de cette conférence? Ce sont des consultations. Il faut continuer les consultations pour effectivement recueillir, comme je vous ai dit. Ce n'est pas une adhésion, parce que moi je continue à dire que l'Union africaine a déjà adopté. Les chefs d'État et de gouvernement africains avaient déjà adopté par la décision 846 de février 2023 la décennie africaine et mondiale qu'ils ont même nommée, décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Donc pour nous, l'adhésion est déjà là. Mais maintenant, il faut que la déclaration, l'appropriation des conclusions de la conférence internationale tenue ici à Brazzaville du 2 au 5 juillet puisse connaître l'adhésion de tous les autres chefs d'État et de gouvernement qui n'étaient pas à Brazzaville, mais au-delà, comme vous l'avez dit, c'est une initiative mondiale. Nous n'allons pas nous arrêter seulement aux pays africains. Vous avez vu que l'Union européenne a adhéré, donc nous avons les 27 pays de l'Union européenne, les 54 pays africains. Donc il restera maintenant à aller contacter les pays d'Amérique latine. Les États-Unis, vous avez suivi le propos des États-Unis, ils sont partants. Donc du coup, il faut continuer le plaidoyer auprès des pays qui n'étaient pas représentés ici. Nous avons le Venezuela, par exemple, qui veut prendre le lead pour aller faire la promotion de cette déclaration au niveau des pays de l'Amérique latine. Donc voilà, les Nations Unies étaient là, les organisations, donc il n'y a pas que les Nations Unies. Nous avons les organisations internationales, elles aussi, qui voulaient faire partie des membres ou des acteurs qui ont soutenu la déclaration de Brazzaville. Madame la ministre, vous voulez aussi que les Nations Unies instaurent une décennie africaine pour la forestation et le reboisement. Et de l'autre part, vous avez également plaidé pour que les Nations Unies réfléchissent sur la création également d'une agence des Nations Unies spécialisée sur les forêts. Alors, qu'est-ce qui motive cette... Ce sont les chefs d'État qui ont insisté sur ça. Là aussi, c'était une instruction ferme de leurs excellences, monsieur le chef d'État. Il faut une agence dédiée aux forêts. Dites-moi, monsieur Raoul, vous qui interrogez les politiques, qui interrogez tout, qui suivez tous les débats au niveau international, quel est un seul discours au niveau international, au niveau national, où on ne parle pas du rôle des forêts pour la gestion de la crise climatique? Quel est un seul discours? Est-ce que vous avez vu un seul discours où on n'évoque pas le rôle des forêts? Tous les discours l'évoquent. Mais est-ce que c'est normal que la question forestière, la problématique forestière, soit toujours retenue en deuxième plan? Quand vous voyez, il n'y a pas une institution internationale dédiée aux forêts. Vous allez voir que les questions ou les problématiques sur la forêt sont gérées par la FAO, qui a déjà son sujet prioritaire qui est l'agriculture et l'alimentation. On vient accrocher les forêts là-dessus. Nous avons le PNUD, qui est le programme des Nations Unies sur le développement. Là aussi, la question forestière est juste une question complémentaire. Vous avez le PNUE, vous avez la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique, qui est une instance où on ne parle que du rôle de forêt pour séquestrer le gaz carbonique. Là aussi,
on n'a pas une institution dédiée aux forêts en général et aux forêts plantées en particulier. Donc, ça a été une instruction ferme des chefs d'État que dans la déclaration, on devait avoir insister sur le fait que les chefs d'État africains demandaient qu'on puisse créer un organe spécialisé dédié aux questions forestières. La République d'Azerbaïdjan a demandé que le cap de l'engagement politique soit dépassé pour passer définitivement à l'action contre le réchauffement climatique. Que vous inspire cette requête? Vous savez bien que l'Azerbaïdjan a la présidence de la COP 29 et donc ils veulent des actions concrètes. Nous allons dans des COP pour aller négocier des actions concrètes pour lutter contre l'évolution du climat aujourd'hui que nous vivons dans toutes nos sociétés. Donc lui, en tant que président de la COP, il saisit cette occasion qui est offerte par le Congo de proposer à l'humanité tout entière une solution concrète basée sur la nature pour lutter contre le changement climatique. Et lui, il ne peut pas tomber mieux. Il nous a demandé que là aussi, nous puissions avoir un cadre de sensibilisation, un cadre de communication à Bakou lors de la COP 29 pour que cette initiative soit considérée comme une véritable solution basée sur la nature pour la lutte contre le changement climatique. Donc, là aussi, un agenda bien précis pour la présidence de la COP 29. Oui, Madame la ministre, vous savez très bien que les initiatives provenant des pays du Sud ont souvent du mal à être inscrites au lieu dans les agendas de ces différents événements. Alors, pensez-vous que cette fois-ci, nous y arrivons? C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. C'est à nous. Et le fait qu'il soit venu pour la conférence, ça démontre quand même de l'intérêt qu'il porte en tant que président. Et son Excellence, Monsieur le Président Sassou, a fait un travail de plaidoyer, de sensibilisation avant même la tenue de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. En visitant ce pays, il y a eu beaucoup de délégations du Congo qui sont parties à Bakou, rencontrer donc, la présidence, non seulement la présidence de la COP, mais la présidence de la République. Donc, c'est une problématique qui est retenue et nous devons nous battre dans la démarche que nous sommes en train d'entreprendre dans le cadre de notre feuille de route, s'arranger à ce que cette question soit inscrite noir sur blanc sur l'agenda de la COP 29 et qu'on puisse créer les occasions de beaucoup d'activités parallèles, les side events, sur cette question de la déclaration de Brazzaville et des axes stratégiques. Et on espère que d'ici novembre, nous aurons déjà tout le document des axes stratégiques et commencer à faire le plaidoyer pour ce document, qui est un document qui nous donne le cadre stratégique pour mener à bien les questions liées à la mise en place des plantations forestières, agroforestières, d'enrichissement, de restauration. Et quelles sont les procédures et les mécanismes de suivi qui sont mis en place pour assurer justement la pérennité justement de ce projet, de cette initiative? Nous avons un comité de pilotage international. Donc, ce comité, mandat a été donné à ce comité de pilotage pour le suivi et l'évaluation le suivi de la feuille de route que nous avons élaborée ensemble ici à Brazzaville. Madame la ministre, nous savons que toutes ces politiques tournent autour des financements. Alors, comment est-ce qu'on assure l'implémentation de toutes ces mesures? Alors, il faut avouer que le Congo a une longue expérience avec les programmes d'afforestation et de reboisement. Vous savez bien que le Congo a lancé depuis 2011 le programme national d'afforestation et de reboisement. Je crois que dans le cadre de la configuration que nous avons retenue dans le cadre de ce programme, on trouve les solutions, comment financer les programmes d'afforestation et de reboisement. Par exemple, je prends le cas du Congo. Nous avons une ambition de faire 1 million d'hectares de plantations forestières et agroforestières. Nous les avons subdivisés en 3 parties. La première partie, la grande, la plus importante, financée par les investissements privés. Donc vous êtes tous d'accord que là aussi, ça a été un sujet de discussion lors de la conférence, qu'aujourd'hui, nous devons
permettre aux privés de participer à de tels programmes pour les réaliser. Il ne faut pas compter sur des financements publics seulement ou des financements internationaux. Donc, nous, Congo, nous avons mis 70% du programme national d'afforestation et de reboisement sous financement privé, donc des investissements privés aujourd'hui que nous avons dans notre pays avec des sociétés qui ont une responsabilité sociétale et environnementale comme Total Énergie, Renco, qui travaille dans le cadre du pétrole, la Société nationale du pétrole du Congo, qui donc vont réaliser les 70% du programme national. Donc là, c'est déjà un vrai soulagement pour les gouvernements. Nous avons 20% de programme national d'afforestation et de reboisement financé sur fonds publics. Donc nous avons, dans le cadre de notre déclaration, insisté pour que, même dans le cadre de nos axes stratégiques, de dire que les gouvernements doivent inscrire noir sur blanc des lignes budgétaires pour financer les plantations domaniales qui appartiennent à l'État. Et puis ensuite, nous avons 10% de notre programme financé pour les communautés locales et les populations autochtones. C'est à ce niveau-là où nous avons besoin d'un accompagnement des financements innovants et des financements climat. Et là, le Fonds vert climat, le Fonds mondial pour l'environnement, les fonds CAFI, les paiements pour services environnementaux, c'est là où ces paiements doivent intervenir, ces financements innovants doivent intervenir pour prendre en compte les besoins des populations, des communautés locales et populations autochtones. Donc ça, c'est un schéma qui existe déjà au Congo. C'est pourquoi nous avons insisté sur le partage d'expériences pour qu'entre pays, nous puissions savoir comment effectivement aller attirer les financements pour répondre à nos objectifs de plantation forestière et agroforestière. Le président Sassou est très impliqué dans les questions d'environnement depuis plusieurs décennies, bien avant que cette actualité ne gagne le terrain en ces moments-ci. Que pensez-vous de cet expert qui a dit « Ce président, il mérite le prix Nobel de la paix » ? Bien sûr, nous le pensons et nous l'avons dit aussi lors de nos différentes réunions. On dit quelle reconnaissance pouvons-nous faire à un homme, à un champion de l'écologie qui n'a fait que ça toute sa vie, même au moment où on ne parlait pas encore du changement climatique. Nous avons lancé la Journée nationale de l'arbre au Congo en 1984. Nous avons commencé les plantations forestières depuis les années 50. Il est venu au pouvoir. Il a changé le nom du ministère de l'économie, le ministère qui était le ministère des eaux et forêts, au ministère de l'économie forestière. Donc, c'est un visionnaire qui est venu jusque-là nous proposer le rôle de l'arbre dans la vie au niveau national, l'aménagement forestier depuis 20 ans, la certification forestière. Ce sont des politiques qui sont menées par le gouvernement congolais depuis qu'il est au pouvoir. Et donc, pour moi, je l'ai dit même aux agences du système des Nations Unies, qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche pour reconnaître cette vision, cet homme, ce champion? Bah oui, parce que si ça avait été un Européen, je pense qu'on y sera déjà. Voilà, mais c'est à nous de faire. Il ne faut pas attendre que les autres fassent pour nous, il faut susciter. Donc à nous, tels que nous sommes partis, il faut le susciter et puis suivre les démarches qu'il faut suivre. C'est pas quelque chose qu'on va vous offrir sur un plateau d'argent, non. Il faut susciter cela et nous, tels que nous sommes, tels que nous l'avons fait ici à Brazzaville, il faut le susciter. Madame la ministre, avez-vous été satisfait du niveau de participation du CA? Oui, parce que nous avons, comme je vous l'ai dit, déjà la plus haute autorité des Nations Unies à Brazzaville, à la CIAR, à la conférence internationale, les chefs d'État africains qui sont venus, les représentants des chefs d'État, COP 21, Kazakhstan, le Brésil, Cuba, non pas le Brésil, pardon, Cuba, le Venezuela, qui sont venus, les représentants, l'Union européenne, à cause des élections, on n'a pas eu une autorité de l'Union européenne, de la France, mais qui l'ont quand même retenu dans le cas du country package que nous avons signé à la COP 28 à Dubaï. Donc vous voyez, pour nous, c'est vraiment une adhésion massive
à l'initiative portée par le Congo et nous en sommes très très satisfaits et très fiers. Je voulais d'ailleurs profiter de votre micro pour remercier tous les participants, toutes les organisations qui ont fait le déplacement de Brazzaville, vous les journalistes et aussi les étudiants qui sont venus nombreux participer dans les discussions. C'est, comme je le disais toujours à cette jeunesse, l'arbre c'est l'avenir, mais la jeunesse aussi c'est l'avenir. Donc les deux éléments naturels doivent être ensemble pour avoir un avenir meilleur pour nos pays, pour notre environnement, pour notre planète. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que j'avais face à Raoul ce jour son Excellence Dr Rosalie Matondo. Elle est ministre de l'économie forestière de la République du Congo, présidente du comité technique d'organisation de la CIA. Merci Raoul, merci et à d'autres rendez-vous. À très bientôt.